Bien, écoutez, bonjour à toutes et à tous, et je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet. Très souvent, lorsque l'on évoque le nettoyage ou la préparation de pièces, on associe spontanément les clichés suivants. Travail manuel, TMS, pénibilité, c'est peu attractif, utilisation de bains ou procédés chimiques. En résumé, une action qui semble pas top, hein, ni pour l'homme, ni pour l'environnement. Et pourtant, au travers des trois témoignages auxquels nous allons assister ce matin, nous allons découvrir plusieurs usages, plusieurs techniques telles que la cryogénie, le laser, le polissage, toutes ces techniques embarquées sur différents moyens robotiques qui permettent d'assurer le nettoyage tout en préservant notre capital le plus précieux, l'homme et l'environnement. Alors au menu de ce matin, Safran Helicopter Engine, qui nous parlera de nettoyage cryogénique et décapage laser comme alternative aux procédés conventionnels, hein, qu'ils soient manuels ou chimiques, suivi de EasyBot et du CEA qui nous parleront du nettoyage par polissage de défauts de surface, bien entendu, sur des pièces métalliques. Et enfin, Aerospline qui nous parlera de l'importance de bien apprivoiser le geste technique pour ensuite proposer des solutions, y compris sur des ensembles complexes. Voilà, je vous souhaite un bon webinaire et je passe la parole à nos amis Safran Helicopter Engine. Bonjour à tous, je me présente, je suis Yann Sien, je suis chef de projet industrialisation au sein de la direction des supports et services chez Safran Helicopter Engines. Alors effectivement, nous, bien sûr, aux côtés de Safran Helicopter Engines, nous avons justement eu un financement sur un projet européen qui tend aujourd'hui à justement travailler en faveur de notre environnement et d'essayer de limiter au maximum l'utilisation des produits chimiques, de nos consommations d'eau. Ce projet-là est le projet donc Life McClean. C'est un projet à 1,4 million d'euros. Nous avons un financement à 55% des coûts éligibles de l'Union européenne. L'objectif étant, bien sûr, de supprimer l'utilisation des grandes quantités de produits chimiques comme nous utilisons aujourd'hui dans l'aéronautique. Ce projet donc européen, qui est quand même un projet très intéressant derrière, l'objectif étant pour nous, Safran Helicopter Engine, de réduire aussi notre impact environnemental. Donc nous avons identifié deux technologies pour essayer justement de remplacer l'utilisation de produits chimiques, qui sont aujourd'hui le nettoyage cryogénique, qui va plus être axé sur le dégraissage, et le décapage laser, qui sera plus axé sur le décapage chimique. Quelques chiffres par rapport à l'objectif et les objets de ce projet. Nous sommes aussi justement vis-à-vis de nos clients, l'objectif étant d'essayer de réduire nos cycles de réparation. Le coût des produits chimiques, justement, qui a un impact assez important en termes d'achat hors production sur les produits chimiques, les consommations d'eau et surtout sur tout ce qui est rejet aujourd'hui, où malheureusement ou bien heureusement la facture va augmenter parce que il va falloir traiter tous ces rejets. Les coûts de non-qualité qui sont dus justement aux problématiques de nettoyage que l'on a aujourd'hui sur nos chaînes de réparation, puisque avec l'apparition et les projets qui sont passés par là, comme le projet REACH, aujourd'hui nous avons des produits chimiques qui sont beaucoup moins agressifs et beaucoup moins efficaces que ce qu'on pouvait avoir avant. Et malheureusement, par moment, le fait de pouvoir repasser plusieurs fois les pièces dans les bains parce qu'on arrive à mal les nettoyer, on tue des pièces. Voilà. Et puis, on a aussi une problématique de gain d'efficacité. Et parce qu'aujourd'hui, sur nos lignes de réparation, quand on démonte des turbines d'hélicoptères, on ne démonte pas l'essentiel de nos turbines. Il y a des modules qui sont non démontés et ces modules-là, aujourd'hui, sont nettoyés à la lingette. Et on veut justement supprimer ce nettoyage à la lingette qui, justement, comme le disait Philippe, produit des problématiques qui sont liées aux conditions de travail et de tout ce traitement en fait de rejet et d'évacuation de ces lingettes.
Et l'objectif aussi est bien sûr d'améliorer les conditions de travail, limiter l'exposition des produits chimiques aux opérationnels, de supprimer les opérations de maintenance, de nettoyage, pardon, qui sont chronophages parce qu'on utilise des produits qui n'ont rien à voir dans les ateliers, un nettoyage qui doit être plus efficace sans forcément des efforts supplémentaires, des efficacités sur les pièces unitaires, comme sur les moteurs, les modules, les pièces et les accessoires. C'est-à-dire que nous, ce qu'on souhaite, c'est nettoyer l'essentiel, la totalité de nos moteurs. Et trouver, bien sûr, un système de nettoyage simple d'utilisation. Je vais vous parler donc du fameux nettoyage cryogénique. Alors, le process en lui-même. En fait, nous avons trois effets par rapport au nettoyage cryogénique. Le fait est, c'est de pouvoir pulvériser des pellets de CO2 liquide, de CO2 gazeux, pardon, ce qu'on appelle nous la glace sèche, d'accord, qui est à moins 80 degrés. Donc on a trois effets. On a un choc thermique qui est produit du delta de température entre les particules de glace et la pièce que l'on a à nettoyer. On a un faible choc mécanique puisqu'on vient quand même pulvériser des particules sur la pièce qui vont venir décoller la pollution et tout en respectant le substrat. Et derrière, on a la fameuse sublimation de ce CO2 qui n'intègre aucune pollution supplémentaire. On a juste des dégagements de CO2, de petites quantités de CO2 qu'il faut bien sûr capter pour respiration, justement pour un souci aussi de santé et sécurité environnement à cause du CO2. Voilà. Je vous passe rapidement une petite vidéo pour comprendre rapidement comment ça se passe. Donc, nous avons une buse avec de jet, avec des particules de glace CO2 que l'on vient pulvériser sur la pièce, et ça nous aide justement à nettoyer. Si cette pièce-là n'était pas nettoyée en cryogénie, nous serions obligés de la démonter complètement, entre autres. Voilà. Et vous avez les cas à côté où on a nettoyé des moteurs complets, où on nettoie aussi des modules. Le module que vous avez en dessous, là, à la lingette, les opérateurs peuvent passer jusqu'à 3 à 4 heures à nettoyer ce module-là à la lingette. Aujourd'hui, avec la cryo, en 1 heure et demie, c'est terminé. Et on a une meilleure qualité de nettoyage. En ce qui concerne les équipements que l'on a investis sur notre site de Safran Helicopter Engines à Tarnos, à côté de Bayonne, en fait, on a une unité de fabrication de pellets glace. Alors, il faut bien penser que sur la cryogénie, ce qui fait 80% du bon nettoyage, ce sont la qualité des pellets. Aujourd'hui, on est assez loin des sources d'approvisionnement dans le sud-ouest. Donc, nous avions décidé d'investir dans une unité de fabrication. Plusieurs points de vigilance. Le système, en règle générale, fait quand même pas mal de bruit, puisqu'on vient pulvériser de l'air comprimé sur des pièces avec des morphologies et des géométries un peu particulières. On a des bruits, on a des résonances à 120 dB pour la plupart dans la cabine. On a des risques d'anoxie qui sont liés à l'utilisation de CO2 et on manipule des pellets à moins 80 degrés. Par la suite, on a donc justement une cabine aujourd'hui manuelle de nettoyage cryogénique. Alors, dans un premier temps, on a pris une cabine manuelle. En fait, c'était pour intégrer au mieux le process au niveau des opérationnels et pouvoir travailler sur les paramétrages, etc. Voilà. Donc, la cabine, c'est une cabine insonorisée avec une grosse aspiration justement pour évacuer tout ce problème de CO2. On a différents types de réglages. On peut régler les débits de glace, les particules projetées et la pression d'air comprimé. Et à terme, notre objectif d'ici la fin de l'année, c'est d'intégrer justement un robot pour encore améliorer le côté SSE, éviter les gestes répétitifs parce que justement, on s'est aperçu qu'il y avait encore des gestes répétitifs et puis aussi améliorer aussi améliorer nos temps de passage des différentes pièces. Voilà. Alors, il faut savoir que le CO2 liquide que l'on utilise, c'est un CO2 qui est capté sur les industries pétrochimiques, sur les centrales qui fabriquent de tout ce qui est biocarburant, etc. C'est-à-dire qu'en fait, ils récupèrent le CO2 qui sont émis par ces unités et il est transformé en CO2 liquide. Donc, on peut dire qu'on a un bilan carbone quasiment à zéro.
Voilà. Sur ce type de cabine, on nettoie tout ce qui est nous graisse, huile, tous les résidus de combustion qu'on peut trouver sur nos moteurs, quelques coquefactions, qui sont des huiles en fait qui sont brûlées sur les parties chaudes de nos moteurs, et aussi tout ce qui est latérite, ces espèces de terre qu'on peut trouver dans les différents pays dans le monde. Voilà. Ensuite, nous allons passer donc sur le côté décapage. Donc, on va passer du décapage laser. Donc aujourd'hui, donc rapidement, le process en lui-même, hein, donc un faisceau laser, on va comment dire, obtenir un plasma qui va venir justement en surface de la pièce, et on va utiliser deux types de laser, qui est le laser gaussien et le laser Topat. Le laser gaussien, lui, est plutôt une répartition d'énergie qui est moyennée sur la largeur du spot, avec un pic d'énergie qui est central. Tandis que le Topat, lui, est beaucoup plus uniforme et de l'énergie au niveau surface. Alors, on a fait les tests sur les deux types de lasers, et ce qui s'est avéré, c'est que le laser gaussien est encore un petit peu trop efficace, pas trop efficace, et il y a trop d'intégrité vis-à-vis de nos matériaux, comparé au Topat, qui lui permet de retirer les oxydes de surface sans altérer les matériaux de base. C'est-à-dire qu'on peut nettoyer en surface les pièces sans qu'il y ait aucune problématique d'attaque du matériau qui se trouve sur nos pièces. Je vous passe une petite vidéo pour vous montrer juste des tests qu'on avait fait au départ. Hein. C'est des tests avec un opérateur. C'est pour vous montrer en fait la qualité et la rapidité de ce type de dégraissage, sachant que ces pièces-là passent en moyenne entre 4 et 8 heures dans les bains de produits chimiques pour être décapées de la même façon, avec la même qualité de décapage. Voilà. En ce qui concerne le laser, donc l'objectif de toute manière, dans tous les cas, cette technologie-là sera asservie par un robot, dans tous les cas, parce qu'il y a différents types de paramètres justement qu'il va falloir que on puisse justement fiabiliser. Donc la faisabilité s'est faite avec une société qui s'appelle la société Méliade, qui est très en avance sur ce type de décapage. Les essais sont très concluants et montrent un procédé qui est capable et efficace, quelles que soient les zones et quel que soit le matériau. Les différents matériaux que l'on nous a testés, donc ce sont des bases nickel, des cobaltes, des acides inoxydables, des alliages d'aluminium et des titanes. Aujourd'hui, le plan de qualification est toujours en cours parce qu'on va un petit peu plus loin. Donc, on a choisi sur les deux types de laser de surtout travailler sur le laser Topat parce qu'on a d'excellents résultats. Aujourd'hui, on est en train de définir et d'aller un petit peu plus loin sur le type de paramètres que l'on va mettre en avant sur l'ensemble de nos pièces. Aujourd'hui, les examens métallurgiques ont démontré qu'il n'y avait aucune absence de fissure, qu'il n'y avait pas de zone thermiquement affectée et qu'il n'y avait pas d'impact notable sur l'état de surface. On est inférieur à 4 microns aujourd'hui. Donc, c'est quand même un procédé qui vaut à être utilisé demain sur nos pièces. Aujourd'hui, on a décidé dans un premier temps d'utiliser sur toutes nos pièces qui sont pour nous les pièces des parties chaudes où justement la cryogénie a ses limites et où nous aurons beaucoup plus d'informations sur beaucoup plus de facilité de nettoyage, de décapage, pardon, par rapport justement à la cryo que sera le décapage laser. Alors, bonjour, donc Adrien Chambellan, donc je suis ingénieur-chercheur au CEA et je vais vous parler d'un projet européen qu'on a mené avec la société LISI, donc dans le cadre d'un EIT Manufacturing. Donc, je vais introduire le CEA. Donc, le CEA, c'est un centre de recherche qui a 3 missions régaliennes principales. Donc, la défense, une, c'est les nouvelles énergies, et l'autre, c'est la division de la recherche technologique. Et il y en a une quatrième qui est la recherche fondamentale qui nourrit ces 3 fonctions.
Donc moi, je suis dans un laboratoire qui est dans un institut qui est basé sur le digital et la robotique, donc qui est le LIST. Donc notre mission principale, c'est de faire un transfert entre des concepts amont en recherche fondamentale et essayer de les transférer au domaine industriel. Donc en fait, c'est de passer d'un TRL 1 à 3 à un TRL 7 à 8, en gros. Donc dans mon laboratoire de recherche, donc on est une cinquantaine de chercheurs, donc 30 permanents, 10 thésards. Donc nos secteurs d'activité, donc c'est les actuateurs robotiques, donc c'est tout ce qui est comment est-ce qu'on transmet comment est-ce qu'on pilote les moteurs et qu'on transmet les efforts mécaniques à un robot. Les architectures robotiques innovantes, donc ça peut être des mains, des bras, des exosquelettes, des architectures de commande, donc qui sont basées sur de l'effort, et un contrôle supervisé de ces robots. Donc en fait, notre histoire, c'est qu'on vient de la téléopération nucléaire. Donc on a été créé pour faire de la téléopération nucléaire. Donc en fait, on a une culture contrôle d'effort. Donc ça veut dire que le robot ne va pas être contrôlé en position, mais en effort. Parce qu'un opérateur qui a un genre de joystick FIDE a envie de savoir si le robot qui est de l'autre côté de la vitre en téléopération nucléaire tape une table ou un objet inattendu. Et de là découle plein de projets. Donc ça peut être de l'assistance robotique avec des bras spécialisés ou des exosquelettes à l'aide de ports de charge. Donc dans le domaine de l'industrie, ça peut être dans le manufacturing avec de l'assemblage, du pick and place avec des contraintes d'effort. Par exemple, quand on prend une salade, on va devoir dans l'agroalimentaire s'adapter à la force qu'on va mettre dans la salade. Et au médical, donc ça peut être c'est des exosquelettes de membres supérieurs et membres inférieurs. Donc le projet sur lequel on a travaillé, donc c'est le projet LISI, donc c'est le décapage et polissage de surface courbe. Donc on l'a décomposé en 4 étapes. Donc l'identification du besoin, la conception d'un outil de ponçage robotique, du contrôle commande, la mise en place d'un contrôle commande et les tests. Le projet Kebotics LISI, donc c'était basé sur du décapage à l'aide d'abrasifs. Donc c'est des opérateurs qui sont sur une table qu'on peut voir à gauche, qui sont des tables aspirantes. Donc là on est sur du titane. Donc la table aspirante est importante parce que les poussières peuvent être toxiques. Donc les outils de décapage qu'ils ont, c'est essentiellement des outils pneumatiques. Donc il y a des outils de polissage qu'on voit en haut, au milieu, en haut, en bas, et des outils de décapage à droite et à gauche. Et ensuite, on a étudié le mouvement de l'opérateur. Donc on peut voir ici. Donc voilà, donc c'est un mouvement très répétitif où il vient décaper tout le haut de la pièce. Donc on peut voir, donc les analyses qu'on a eues, c'est qu'il fait des allers-retours en théorie à vitesse constante, selon le besoin, et en mettant un angle de l'outil sur l'outil. Donc on a fait passer un questionnaire aux opérateurs qui nous a permis de dégager des premières specs et le choix d'un robot. Donc ce qui est ressorti de ces questions, c'est que voilà, donc la vitesse de rotation de l'outil, il y a la force qu'on doit mettre, les zones accessibles et les conditions de positionnement des pièces. Si les pièces étaient indexées ou si elles pouvaient être mises en fonction de la taille et de la géométrie. Donc suite à ça, on a conçu un outil qui est destiné à ce que l'outil des opérateurs puisse être porté par le robot Easybo. Donc c'est un outil qui a une orientation motorisée parce que l'orientation va permettre d'atteindre toutes les zones sur la pièce et pouvoir être en fonction du besoin et de la zone à traiter. Ensuite, on a simulé cet outil-là dans un environnement robotique. Donc en gros, c'est le profilé
avec le robot. On a regardé si toutes les zones étaient accessibles et si l'angulation de l'outil permettait de faire ce qu'on voulait. Donc, on a réalisé et intégré le système pneumatique et électrique sur le robot EasyBot. Donc, vous pouvez voir des photos ici. Donc ensuite, on a programmé le robot. Donc, on a mis en place du contrôle commande. Donc, il y a qui était une programmation intuitive. Donc, ça veut dire que le robot, en fait, se met en mode libre. Donc, ça veut dire que l'opérateur au bout du robot peut prendre l'outil en main et venir faire le positionner comme il le souhaite dans l'espace de travail. Donc, l'opérateur va prendre 3 points sur la pièce. Ces 3 points vont permettre de recaler le robot et de lancer un cycle automatique. Ensuite, pour faire la partie ponçage automatique, on a utilisé des outils propres au laboratoire de contrôle force-position basés sur des mécanismes virtuels qui nous ont permis en fait par exemple de contrôler le robot en position sur certains axes et en force sur d'autres. Donc typiquement sur les profilés qu'on vient de voir, c'est la partie position, c'est se balader du profilé de droite à gauche, et au niveau effort, c'est perpendiculaire à la surface à traiter. C'est d'avoir un effort constant qui est perpendiculaire à la surface à traiter. Donc ensuite, on a fait les tests. Donc les tests, vous pouvez voir sur la partie gauche. Donc il y a une orientation de l'outil qui permet de traiter les zones, les angles et les surfaces planes en faisant des allers-retours. Et on a 2 forces de poussée, une qui est normale pour traiter la pièce et l'autre qui est vers l'avant, qui en fait va permettre de traiter l'angle. Donc, vous pouvez voir une vidéo de l'apprentissage intuitif. Donc voilà, l'opérateur montre 3 points au robot avec les boutons. Et ensuite, voilà, donc le robot va se repérer son cycle automatique par rapport à ces 3 points-là. Et ensuite, on peut lancer une séquence de ponçage automatisé. Donc le robot va piloter l'outil et va venir faire le décapage de la pièce. Donc en faisant des allers-retours. Voilà. Et voilà, donc suite à ces opérations, en fait, Max de la société EasyBot est intervenu pour transposer les travaux que nous avons menés dans notre laboratoire directement dans la société Lizzy pour en conditions réelles dans les locaux de la société Lizzy. Donc voilà, je vais laisser la main à Max pour qu'il présente ce qu'il a fait. Merci de votre attention. Donc effectivement, on a pris le relais en tant qu'industriel pour pouvoir commercialiser cette solution, l'évaluer avec le client, puis la commercialiser. Je vais vous parler un peu du reste de nos activités et ce qui peut concerner aussi le nettoyage pour des pièces aéronautiques. Donc à la base, EasyBot, on est là pour répondre à un besoin de productivité sur des tâches qui aujourd'hui sont manuelles. Et ça se traduit par la mise en œuvre de cobots interactifs qui vont pouvoir lutter contre les troubles musculo-squelettiques tout en maintenant le savoir-faire des opérateurs, en les préservant. Ça permet aussi de revaloriser des métiers qui sont réputés difficiles et pénibles, qui ne sont pas forcément très attrayants pour la jeunesse, alors qu'être pilote de cobots, c'est déjà beaucoup plus intéressant. Et accessoirement, ça permet de revaloriser l'activité de cet opérateur vers des postes qui, on va dire, ont un meilleur retour sur investissement. Accessoirement, il y a aussi un gain sur les consommables en automatisant. Là, je vais vous montrer ce qui se passe quand on fait du ponçage sur des surfaces. Un exemple de mise en œuvre, toujours dans une optique de aider les opérateurs. Précédemment, on a un opérateur qui fait du ponçage ou du meulage quand même dans une position qui est loin d'être ergonomique. Et nous, on apporte un robot collaboratif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de barrière particulière autour du robot. La programmation se fait de façon intuitive avec toujours le même robot, et c'est toujours le même opérateur qui pilote et gère ce cobot. Il n'y a pas besoin d'être ingénieur pour ça. C'est vraiment on ne vend pas un cobot de ponçage, on vend une ponceuse légèrement améliorée.
Ici, la démonstration de d'autres avantages ou de quelques fonctionnalités, le fait que ce soit transportable, c'est-à-dire qu'on a une desserte sur roulette, on l'a laissé aussi simple que possible, ça passe toutes les portes, c'est un diamètre 80, pardon, c'est une largeur de 80. En 1 minute, donc on peut le démarrer, c'est fonctionnel. Le premier mode que l'on peut utiliser, c'est de l'assistance. En assistance, l'opérateur garde la main sur le robot et il le guide. Le robot, lui, par contre, il appuie sur la surface. Là, c'est un exemple sur une surface qui est courbée. Le robot se charge, quelle que soit l'orientation de la pièce, de maintenir l'effort perpendiculaire à la surface. On se retrouve avec un traitement uniforme des surfaces. Accessoirement, l'opérateur, il n'a plus un outil vibrant en main, on a isolé la main de l'opérateur de l'outil. Et c'est toujours l'opérateur qui garde la main. Accessoirement, pendant que l'opérateur est en train de faire le traitement, on mémorise que ce soit la trajectoire, la vitesse, tout un tas d'informations qui aujourd'hui n'étaient pas traitées sur les process visuels. Et on va être capable, si besoin, de rejouer cette trajectoire, éventuellement en modifiant des paramètres process, comme par exemple la force d'appui, la vitesse d'avance, la vitesse de rotation de l'outil. Ça, c'est un mode rejeu que l'on a de disponible. Autre fonctionnalité, parce que quand même, quand on a une surface, même quand elle est courbée, ce qu'on aimerait, c'est montrer le moins de choses possible au robot et puis qu'il se débrouille. Les cobots, moi j'aime bien dire que c'est un commis robot. Donc on va lui déléguer le traitement d'une surface en lui montrant 4 points. Là vous le voyez, c'est très simple à manipuler, c'est très transparent comme machine. C'est vraiment une ponceuse légèrement améliorée. On montre les 4 points et le robot se débrouille pour traiter la surface. Et il va le faire, comme tout à l'heure, avec les paramètres process que l'on peut reconfigurer. Voilà pour cette partie démonstration. EasyBot, on est concepteur et fabricant de cobots. On fait aussi de l'intégration, mais à la base, on est fabricant de robots collaboratifs. Le robot vert que vous avez vu, il est bien de notre conception. Il s'est basé sur un actionneur issu du CEA avec lequel on a un fort partenariat, aussi bien pour améliorer nos actionnaires que de faire progresser le process. Et le projet Kebotix était un exemple de cette utilisation. On a mis l'accent sur la facilité d'utilisation. Avec à peine 2 boutons, vous pouvez manipuler l'intégralité du système. On a un contrôle d'effort qui est asservi sur courant moteur et qui pourtant fait du PLD en termes de performance, en termes de sécurité. C'est-à-dire qu'on est bien habilité avec un joli marquage CE à l'extrémité. Mais surtout, ce qui change avec nos systèmes, c'est une philosophie autour de l'opérateur. On garde l'opérateur dans le cycle, on n'essaye pas de tout automatiser ou de tout robotiser, et on s'arrange pour que ce soit simple. Simple pour l'opérateur. C'est une petite nuance. Le simple pour l'opérateur n'est pas systématiquement simple pour le système global. Et ça nous amène à faire plusieurs types de développement. Quelques exemples de secteurs où on est bien implanté, donc effectivement avec l'aéro et en particulier Airbus et Dassault Aviation, je dirais que ce sont de très gros clients pour nous, tout comme quasiment à part égale avec le train, le ferroviaire, en particulier la SNCF. Quelques exemples ici d'applications pour l'aéro, où cette pièce ici, je ne sais pas si vous voyez mon curseur, en haut à gauche, ça c'est une pièce qu'on a découverte pendant la mise en service. Le gars, il est venu avec la pièce, il a dit tiens, j'aimerais bien la poncer, est-ce que vous savez faire? On a fait l'essai, ça a marché. Ici, forcément, tout ce qui est travail avec en appuyant vers le haut, c'est vraiment très intéressant. Sur des surfaces courbées, ici une petite application de polissage, c'est plus du ponçage, c'est du polissage, avec un bec d'aile qu'on amène au polymiroir. Et ici, un traitement plasma. On a évoqué beaucoup de ponçage ci-dessus, mais en fait, il y a aussi d'autres types
de process que l'on peut mettre à l'extrémité de notre système. Ici, c'est du traitement plasma, donc ça sert pour la préparation au collage, la peinture, le vernissage, le nettoyage. On vient mettre un plasma froid, alors froid étant entre 200 et 300 degrés, et on a un asservissement de distance, assiette, trajectoire pour piloter ce plasma sur une surface qui peut être tout à fait courbée. Quelques applications sur le naval. Alors là, ce que vous avez vu précédemment, c'était du diamètre 150 mm. Pour Kebotix et Lizzie, ça a été du diamètre 60 et 75. Ici, pour naval, on est sur du meulage, donc beaucoup plus agressif, sur un diamètre 180, avec d'autres problématiques de sécurité. Le ferroviaire, ici, vous remarquerez, l'opérateur travaille en parallèle du robot et on a aussi des applications sur nacelle, ici, avec une petite perche pour accéder à la fin ou tout le secteur. En termes de business model, ce que l'on propose, c'est mettre en confiance le client et s'assurer que son investissement sera intéressant avec d'abord de la preuve de concept. On met en œuvre le système sporadiquement pendant une journée ou deux avec les opérateurs, mais c'est nous qui contrôlons. On fait de la location court terme, dans lequel on va vous laisser pendant 1 à 6 mois le système en évaluation, avec tout un tas d'intérêts pour confirmer le ROI ou simplement la mobilité. Et évidemment, on vous vend aussi une solution clé en main pour votre besoin. N'hésitez pas à prendre rendez-vous pour réserver votre essai. Je vais Merci donc passer la beaucoup. main. Donc, on va laisser la main à Maxime Ardouin de la société Aerospline. Bonjour. Je présente la société Aerospline et je suis Maxime Ardouin, le dirigeant et fondateur. J'ai travaillé pendant 10 ans dans les années 2000 en Belgique où j'étais responsable de la robotisation chez Sonaca, qui est le premier groupe mondial en fabrication des bords d'attaque qui a l'exclusivité de chez Airbus et qui fait aussi le Falcon 7X, du Bombardier, de l'Embraer. Aerospline, c'est né de l'idée qu'il fallait introduire une flexibilité et autre chose que des machines industrielles dans le domaine aéronautique où on a beaucoup de problématiques de gros volumes d'activité, mais finalement de beaucoup de flexibilité nécessaire pour travailler sur des pièces extrêmement variables avec une connaissance bien sûr des exigences de qualité. Progressivement sont venues à partir de 2011 des solutions de robots collaboratifs issus des initiatives européennes. Donc il y a les robots KUKA et Iwa. Et puis j'ai découvert le robot Universal Robots en 2012-2014. On a commencé nos premières intégrations. Aujourd'hui, on a créé des opérations industrielles qui sont en production et qualifiées, comme ici à gauche, Figeac Aero sur le rivetage collaboratif des virolles principales des réacteurs A320 Neo, ou bien chez Safran Hélicoptère à Tarnos, un robot où on a développé toute l'infrastructure. On a ici 8 axes, c'est-à-dire les 6 du Kobo, plus un de caméra, plus un Z. Et la finalité, c'est d'aider à l'inspection finale sur les moteurs, augmentés par de l'IA, sachant que ce sont des moteurs qui sont en maintenance et qui ont de plus de 30 ans jusqu'à 50 ans d'âge, et avec l'absence de modèle CAO résident, mais la nécessité de collaborer avec les sachants pour savoir ce qui est bon à enregistrer en conformité. Le sujet aujourd'hui, ça va être de vous parler donc du cas du nettoyage sur toujours une opération de maintenance. Là, c'est les verrières des avions Rafale. On est à l'usine d'assaut de Poitiers, dans une usine d'après-guerre où on aperçoit qu'au sol, on a des pavés. Et ça va poser un certain nombre de défis techniques, le robot étant quelque chose qui aime bien quand même les aspects de référentiel géométrique, surtout quand on vient à faire de la haute précision. Je vais expliquer. Ici, il s'agit en fait d'enlever les joints de colle silicone
qui font l'adhésion des cordons qui contiennent l'explosif pour l'éjection du pilote. Alors, ces cordons parcourent la crête de la verrière et en surface latérale. Et une des difficultés, c'est que il y a sur ces verrières un voile aurifère qui protège des rayonnements ionisants et qui assure, je pense, une continuité de furtivité pour l'avion. Et il est hors de question de dévier du grattage des cordons. Une autre chose, c'est que les cordons sont transparents. Une autre chose encore, c'est qu'on est dans un espace extrêmement confiné. Hein. Le pilote du Rafale, il a l'infinité du ciel autour de lui, en même temps qu'il est vraiment dans un espace où pour un Kobo, ça demande beaucoup d'adresse pour piloter. Et enfin, ça s'est jamais fait, hein, d'aller gratter des cordons. Et on a dû bien faire du mimétisme et comprendre les règles métier. Mais avant de vous exposer un peu plus en avant ça, je vais continuer sur vous donner des idées de ce que l'on fait en activité connexe. Ici, par exemple, c'est le cas du nettoyage de moules pour le moulage de structures composites, en l'occurrence encore pour l'aéronautique. Hein, entre chaque moulage, il est absolument nécessaire que les moules soient impeccables. On a fait une preuve de concept qui a donné ses fruits pour donc un client, à montrer toutes les phases. Ici, c'est une de mes ingénieures roboticiennes. On a aussi, à l'occasion, été les premiers intégrateurs de France à tester les robots de grande envergure de Douzan, qui sont donc référencés par Génération Robot à Bordeaux. Alors avec ça, on peut faire beaucoup de choses, hein, du sablage, effectivement du décapage laser, de la chimie, en l'occurrence c'est du nettoyage acétone. Hein. En général, il y a des phases de nettoyage, dérochage, renettoyage, et de l'abrasion. Hein. Parfois, c'est comme le fond d'une casserole, quand c'est bien adhérent, et bien là, il faut y aller avec une éponge et il faut gratter. Et on a montré qu'on pouvait faire des choses qui sont pas prévues en termes de localité, hein, sur une pièce, et qui soient assistées par le Kobo. Autre cas que nous avons développé, c'est une capacité toujours en réparation, c'est la carrosserie automobile, avec une filière qui est entièrement compétente pour numériser en direct une pièce de carrosserie qu'elle n'a jamais vue et assurer des ponçages jusqu'au polissage en fonction des décisions du compagnon de l'opérateur en carrosserie. Un projet sur lequel on avance et on va délivrer l'année prochaine. C'est un projet qui est cofinancé par la région Aquitaine avec le groupe Cassou, un groupe de BTP, et sa filiale Bordeaux Démolition Service. Il s'agit de développer une plateforme qui est une collaboration, mais avec une certaine autonomie, en immersion, pour le désamiantage. Et aujourd'hui, on a montré qu'on était capable de faire de l'autogénération de trajectoire sous juste la consigne de l'opérateur qui va décider de sur quel mur il faut intervenir. Donc le Kobo sera embarqué sur une plateforme mobile avec des particularités que je n'exposerai pas ici. Et là, j'en viens maintenant à notre sujet sur les verrières. Alors, quand on arrive chez Dassault avec un tel sujet dans un environnement usine ouvert, la première phase, ça je peux vous assurer, ça a été des grosses discussions et un gros travail sur l'analyse des risques avec Dassault à Saint-Cloud, notamment avec un monsieur sécurité. Et sur cette image que l'on voit en bas, il y a des bandes jaunes et de couleurs différentes, plus vers la droite des ombres. En fait, c'est le radar laser, le lidar, hein, qui fait la surveillance de l'approche des opérateurs. Il faut savoir que pour enlever la colle, il y a deux phases. Il y a une phase au grattoir, lequel est taillé dans la même matière et même dans les panneaux de type de la verrière. Hein. Il s'agit d'ailleurs au passage de polymétacrylate, hein, ce qu'on appelle réellement du plexiglas.
et lequel plexiglas, par abus de langage, on l'attribue trop souvent à du polycarbonate. Non, ici, c'est vraiment le plexiglas qui a cette capacité à se briser, ce qui est absolument nécessaire, notamment pour cette éjection en vol, qui a aussi, on le sait, une meilleure résistance aux UV et qui garde sa transparence plus longtemps que les polycarbonates qui ont besoin d'être traités chimiquement pour tenter de résister à cela. Alors ici, il s'agit aussi de vous dire, on ne peut pas inventer la solution, on n'a pas forcément, et on n'a pas du tout les modèles 3D complets, hein, on a le modèle de la verrière, mais les tracés de cordons de colle, ils sont encore faits chez Dassault avec des millars. Donc on colle un patron au scotch et on dépose un coup de colle. Autant vous dire que d'une verrière à l'autre, c'est pas deux fois au même endroit. Et dans les conditions où la colle est évidemment très transparente, hein, pour pas empêcher la visibilité pour le pilote, eh bien, on a mis en œuvre un principe où le Kobo a une préconnaissance de la trajectoire, a priori, mais où c'est le compagnon qui va régler ce qu'on appelle le lacet de la trajectoire. Le lacet, c'est quand on avance dans la direction en X, eh bien, autour de l'axe Z, on fait des déviations. Hein. Vous imaginez une route côtière et le lacet, ce sont les virages. Le lacet nous permet de nous décaler un tant soit peu à gauche ou à droite, dans la mesure où on n'a absolument pas le droit de déborder de 5 dixièmes et d'entamer le voile aurifère dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que fait le robot? Eh bien, il fait du survol, hein, à quelques millimètres du contact de la surface. Et le compagnon, alors, il y a une caméra qui est embarquée avec le Kobo. Il y a dans ce cas-là l'outil grattoir et le compagnon fait juste les affinages de ce lacet. Et quand il a décidé que c'était correct, il envoie le Kobo. Et le Kobo, il est capable de faire beaucoup d'opérations intéressantes. Alors, je vais passer tout de suite à un dossier de présentation en vidéo pour cela. Donc, toujours les photos. Voilà. Est-ce que vous voyez la vidéo, Philippe? Parfait, Oui, on la voit c'est parfait. Très bien. Voilà. Vous voyez, là, on est à la crête. On a toute la luminosité derrière. Il n'est pas pensable de mettre des caméras. C'est une décision humaine. C'est là toute la pertinence de la robotique collaborative. La ligne, elle a été coupée, cartographiée en plusieurs morceaux. Et le nombre de passes du grattoir, c'est le compagnon qui le décide. Je vais tout de suite vous donner aussi un résultat, vous spoiler, on va dire, le final. En termes d'efficacité et productivité, les gens de Dassault sont passés de 3 jours à un seul jour sur cette opération. Alors, je n'ai pas fini, je vais vous montrer maintenant les autres images. Là, on est en zone latérale. Je peux vous assurer qu'il y a eu beaucoup de gymnastique et donc on a développé les algorithmes qui vont bien afin de faire les retournements du robot en évitant toute collision. À propos de la sécurité, on peut imaginer qu'un tel grattoir, il est hors de question qu'il sorte violemment de l'enceinte de l'avion, donc de la verrière. Donc, on a des procédés, notamment au moment où il est nécessaire de changer d'outil. Là, c'est vraiment sécurisé. Il y a une zone de passage. C'est là qu'on a beaucoup travaillé aussi. Et alors, on est dans un principe de reproduction des gestes métiers. C'est le compagnon qui passe du grattoir à un moment donné à son tampon de polissage que l'on a adopté sur un support d'outils, lequel est en fait imprimé en 3D. On aperçoit au passage l'éblouissement un petit peu de notre caméra de vision. Et ensuite, les gestes, la quantité de passes, le changement du grain du tampon, tout ça, c'est l'opérateur. Ce qu'on ne voit pas dans cette vidéo, c'est qu'il y a aussi le fait qu'il est régulièrement mouillé. Alors, c'est tellement efficace que dans les premières périodes d'utilisation, ils ont eu du surpolissage. Parce qu'en fait, il faut recoller derrière et on imagine bien que pour recoller, il faut dérocher, hein, il ne faut pas être parfaitement poli. Et
Autre chose, hein, toujours réapplication du métier, eh bien, on a imité et on a fait ici ce grattoir et le Kobo va tranquillement réaffûter. Au passage, on a créé des nouvelles règles. Auparavant, ils avaient un grattoir en simple biseau. Là, on l'a fait en double biseau, ce qui est plus pratique pour le robot. Ça nous permet d'éviter certaines gymnastiques de retournement. Et sur cette vidéo, on aperçoit juste en latéral le vernier avec ce bouton. C'est celui qui nous a permis de réaliser justement le réglage du lacet trajectoire robot. Je vais repasser sur ma présentation. Maxime, il te reste 1 minute. Ok, alors le sol d'usine, vous avez vu comme ça tout ce dont je voulais parler. Conclusion sur notre approche robotique. Hein, le terrain nous montre que la théorie, ça marche pas beaucoup. Surtout sur nos métiers, si ça marche, si la théorie marche, c'est qu'on est en reproductibilité totale. Dans nos règles, nous, que l'on met en œuvre, il faut que le compagnon soit totalement autonome sur son métier et que s'il y a une programmation, une génération de trajectoire, elle se met là en place le plus en direct possible. Et surtout aujourd'hui, pour les modèles économiques, on évite le modèle du robot industriel avec une programmation hors ligne, parce que ce sont des hyper-coûts et c'est l'empêchement de la flexibilité et c'est l'empêchement de l'envie de faire pour les compagnons. Et l'intérêt que vous voyez avec l'image de droite, hein, avec une manette de PlayStation entre les mains de ce gamin sur le salon Cial, c'est que ça va attirer beaucoup plus les jeunes générations. Et Dieu sait si aujourd'hui on a besoin de renouveler et de retrouver l'attractivité des métiers. Voilà. Messieurs, merci. Compte tenu de la quantité phénoménale de questions, je ne sais pas si on pourra répondre à tout, mais par contre, on s'engage à y répondre par écrit. Alors, je vais vous poser les questions qui sont en ligne. Je demande à chacun des acteurs de répondre de façon le plus synthétique possible. Donc, j'ai déjà une première question pour nos amis de Safran. Pouvez-vous rappeler, s'il vous plaît, le temps gagné par rapport au procédé actuel? On a gagné quasiment 75% du temps. Super. Avez-vous prévu des moyens de contrôle de l'application du process pour garantir la bonne application? Toujours pour toi, Yann. Aujourd'hui, ces procédés sont qualifiés par notre laboratoire. Donc, on a des paramètres en fait qui sont arrêtés, qui sont paramétrés. La machine est paramétrée et en fait, on utilise toujours les mêmes paramètres de façon à rester dans la qualification, quel que soit le matériau et quelle que soit la pièce à nettoyer. Ouais, j'ai une question concernant le nettoyage laser. Donc, le nettoyage laser présenté par SAE, comment est gérée la distance focale du laser sur des surfaces non plates pour rester efficace? Ça, c'est la première question. Et après, quel est le niveau de TRL validé chez SAE Tarnos pour cette technologie? Alors, pour l'instant, sur cette technologie-là, en termes de TRL, on est à 5. D'accord? Maintenant, il nous reste à passer sur la phase production. Et en ce qui concerne la première question, c'est qu'en fait, il y a un système de suivi de la trajectoire du robot. Et ça sera mis en œuvre dans un deuxième temps. On travaille après sur d'autres types de réglages avec d'autres procédés qui vont permettre de garder la distance focale liée au décapage. Super. Alors, une question, je pense qu'EasyBot a répondu, mais je vais quand même la reposer. EasyBot développe leur propre Kobo ou utilise-t-il des bases de Kobo connues sur le marché? Oui, ce sont bien nos Kobo que nous avons développés nous-mêmes. Aujourd'hui, 1,60 m, 10 kg de capacité de charge. À la fin de cette année, on a le 2 mètres, une vingtaine de kilos de capacité de charge. Et avec le CEA, en termes de prototype,
on a 2,20 m plus une rallonge de 1 mètre, donc 3 mètres à 35 kg. Bon, donc tu développes tes cobots, c'est ce qui répond à la question. La deuxième question, les cobots de EasyBot sont-ils dans les mêmes fourchettes coûts que leurs concurrents? À gamme égale, bien sûr. Bon, on ne va pas faire tout le catalogue de prix, mais On voilà. est sur on une répond. application. Alors en fait, comme aujourd'hui on vend un système déjà intégré, oui, on est comparable avec un système déjà intégré. Ok. Là, je pense que la question s'adresse à EasyBot et à Aerospleen. Avez-vous des applications pour des petites pièces de géométrie complexe? Alors côté EasyBot, étant donné la portée du bras, aujourd'hui on privilégie des grandes pièces. On privilégie. Alors il y a aussi une notion de ROI, et résultat, on est plutôt sur au minimum 1 mètre carré. Et je vais peut-être laisser la main aussi à Aerospleen. Oui, vous m'entendez bien? Oui, parfait. On n'a pas de limite et en procédé de sablage notamment, on est avec une cellule mixte qui fait des paniers avec plein de petites pièces et des grosses pièces voilà, métalliques. Et que ce soit dans tous les procédés, on est capable de les traiter. Et après, il y a des stratégies qui sont très diverses pour obtenir des résultats de productivité, c'est-à-dire soit la manutention de la pièce, parce qu'elle est légère et on va la présenter devant une buse de sablage, par exemple, soit c'est plutôt on porte au niveau du robot l'outil qui va atteindre la pièce. OK. Comment sont gérés les pics d'intensité dus à la pression d'application et les pics d'intensité qui mettent le cobot en sécurité? Je pense que la question s'adresse à toi, Maxime, peut-être, et à EasyBot également. J'avais la politesse de laisser mes amis EasyBot qui ont, eux, une technologie qui est merveilleuse pour ça. Donc, je pense qu'ils sont totalement étanches à ces problèmes-là, ou plutôt ils vont au contraire les exploiter, je parle même pour eux, comme un avantage pour détecter ce qui se passe en interaction. C'est-à-dire, il y a les intensités qui varient parce que, par exemple, on a du bosselage sur une pièce. Et puis, il peut y avoir le fait qu'il y a un choc, enfin, il y a une sécurisation à avoir. Après, si c'est par rapport au fait d'épouser des surfaces variables, on trouve des confrères qui intègrent des systèmes qui s'appellent fer robotique avec des soufflets pour faire de la compliance. Nous, on est chez Aerospline, on n'est pas du tout fan de ça. Nous, on est capable de faire des asservissements de haute précision avec toutes sortes de marques de robots, Universal Robots bien sûr, mais beaucoup de Fanuc du moment que c'est les gammes collaboratives, du Dozan. Et au passage, le résultat, c'est notamment d'obtenir des durées de vie des disques abrasifs. On travaille avec Mirka exclusivement. On double la durée de vie des abrasifs parce qu'on évite le colmatage et on évite les changements trop fréquents grâce à la maîtrise des paramètres, vitesse de rotation, vitesse d'avance et effort de contact à la surface. OK. Et la vie côté EasyBot? Donc, effectivement, on a un actionneur qui, par conception, nous donne des informations sur l'effort appliqué sans avoir besoin d'un capteur supplémentaire. Et ça nous permet d'être très bon en termes de résolution, que ce soit pendant des chocs, ou plutôt pour prévenir les chocs opérateurs, que ce soit aussi pour comprendre ce qui se passe sur la surface pendant le ponçage. Aujourd'hui, en corrélant les forces transversales d'avance de la ponceuse et le courant moteur, on arrive à avoir des informations sur l'état d'usure du disque et comment, ou plutôt à quel moment, envisager son changement, voire à compenser l'usure en appuyant plus fort. Super. Allez, on s'accorde une dernière question avant de conclure ce webinaire. Lorsque le grattoir est affûté plusieurs fois, il perd sa géométrie. Comme le cobot ajuste ce changement de géométrie pour être… comment ce changement de géométrie est-il ajusté? On reste toujours efficace.
Oui, alors effectivement, je n'ai pas décrit tout de cette application, mais il s'agit dans la philo, c'est jamais enquiquiner les opérateurs. Donc en fait, il y a quand même beaucoup de calculs numériques et d'asservissement, un petit peu comme ce qu'on entendait tout à l'heure. Et en l'occurrence, le Kobo détecte le contact à la verrière. Il faut savoir que la verrière est faite par Saint-Gobain avec des procédés d'étirage très particuliers et qui sont pas parfaitement reproductibles hein, dans leur géométrie. Et nous, on adapte le contact de la trajectoire. Et partant de là, l'usure progressive n'est pas une gêne. Évidemment qu'on n'arrive pas, on va pas supprimer des centimètres de matière. Voilà. Ok, écoutez, mais comme je vois que 70% encore des participants sont encore connectés, ça montre que nos amis, nos 3 présentateurs ont été très inspirants. Donc, nous vous remercions pour la qualité de ces présentations, la qualité des usages. Bon, ça nous fait un petit peu oublier nos quelques couacs techniques, mais ça, c'était pour bien montrer que c'était du direct. Donc, on vous remercie surtout à vous, participants, hein, parce que sans vous, il n'y a pas de webinaire. Donc, j'espère que vous aurez apprécié et à très bientôt sur nos réseaux pour de nouvelles aventures avec Aerospace Valley et tous nos adhérents qui ont plein de choses à partager. Donc, à très vite et bonne fin de journée. Au revoir.